Alors voilà, quand on est français, on a toujours envie que notre président, il vienne sauver le monde, mais quelque part, à un moment donné, il peut pas sauver le monde. Bon les gars, pouvez-nous pas nous aimer, mais franchement, l'idée de nous attaquer, mauvaise idée. Parce qu'on va vous mettre un truc dans les dents, vous n'êtes pas prêts de vous en remettre les gars. Je suis vraiment dépitée de voir qu'on a réussi à politiser une source énergétique. Ça m'emmerde en fait. On ne devrait pas avoir ça en France. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Lova Rinel, commissaire à la CRE. La CRE, c'est la Commission de régulation de l'énergie. En gros, c'est une autorité publique indépendante chargée de réguler le secteur de l'électricité et du gaz en France. Mais avant ça, elle a travaillé plusieurs années à Madagascar auprès du président de l'Assemblée nationale, puis du président de la République sur des sujets d'enjeux énergétiques, de défense et de sécurité. Dans ce podcast, on va parler déjà de son parcours, de son rôle actuel à la CRE, mais aussi de souveraineté énergétique, du débat nucléaire versus énergie renouvelable et même du conflit d'Israël contre l'Iran. Préparez-vous pour une vraie masterclass parce que des profils aussi intéressants et surtout aussi techniques, c'est pas tous les jours qu'on en reçoit. Juste avant, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter la vidéo et de vous abonner à la chaîne, ça prend littéralement 30 secondes et nous, ça nous soutient énormément, donc je compte sur vous et je vous laisse profiter de ce podcast exceptionnel. C'est parti. C'est plus géopolitique, un peu énergétique. Alors, tu as l'énergie, après, Ouais. tu as la partie Merci. Ouais. géopo, et puis après, il y a effectivement qu'est-ce qu'on veut. Si on veut effectivement lutter contre le changement climatique avec un assainissement, enfin, une réduction, une électrification des usages, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on vit moins bien? C'est le mythe du oui, mais en fait, c'est la décroissance. Moi, je sais que c'est faux, en fait. Ouais. C'est-à-dire que dans les nouveaux bâtiments, tu vois, rénovation, nouveaux bâtiments, avec moins cher, comme les nouveaux bâtiments sont mieux pensés, tu vis mieux. Donc, tu as une meilleure qualité de vie. Moi, j'habite, par exemple, dans les nouveaux bâtiments. Quand j'habitais dans les anciens bâtiments haussmanniens de Paris, ma facture d'électricité n'était pas la même. Ouais, bien sûr. Et j'ai le sentiment, moi, de pas du tout faire attention. C'est-à-dire que parce que tout est calculé, en fait. C'est-à-dire que, justement, il y a eu plein d'ingénieurs avant, des dispositifs d'État qui ont fait que j'ai ce type de bâtiment accessible. Et qu'en fait, quand je rentre chez moi, je sais que ma lumière, elle est déjà LED, ma géothermie, elle est déjà programmée, mon eau, elle est déjà filtrée, le chauffe-eau collectif, il est déjà heure pleine, heure creuse, nanana. Moi, j'ai rien à faire. Ouais. Et en plus de ça, hiver et été, je suis pas dans des passoires énergétiques, je vis mieux. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des anciens bâtiments? Et quand on est à Paris, quand on est en France, avec aussi une histoire de patrimoine extrêmement lourd, je vais pousser le vif jusqu'au fond, est-ce qu'au nom de la planète, on va se dire, ouais, en fait, on va détruire tous les haussmanniens? Ouais, c'est le problème. Non, mais c'est une question. Ouais, bien sûr. Mais les haussmanniens, on va dire, oui, on parle des bourgeois, mais sortons. Tu vas à Saint-Denis, c'est des vieux bâtiments, tu sais, d'ouvriers de l'époque industrielle, c'est pas machin. Est-ce qu'on va détruire cela pour mettre des nouveaux bâtiments? Parce qu'en fait, l'entretien de ces bâtiments coûte objectivement beaucoup plus cher. Et donc, qu'est-ce que tu fais entre-temps? Et ça, effectivement, je pense que ce n'est pas des questions que la CRE gère, mais je pense que dans les questions globales qu'on peut avoir sur l'efficacité énergétique, puisque le système énergétique est une part de son efficacité. Il y a les voitures, il y a plein de choses. Hein. Moi, je ne suis pas Renault, pour autant, à un moment donné, on se connecte. Bien sûr. C'est des vraies questions. Ouais. On va dire, oui, mais c'est le patrimoine. Très bien, mais Haussmann, quand il est arrivé et qu'il a refait toute la ville de Paris, c'est parce que c'était sale, ça puait. Est-ce qu'au nom de la salubrité publique, est-ce qu'au nom de la protection publique, ça valait pas le coup de tout détruire? Et en plus de ça, il a eu l'intelligence de faire quelque chose qui n'était pas moche. Ouais, bien sûr, bien sûr. La question, c'est ça. C'est est-ce qu'au nom du changement climatique, mais pas que, parce que quand tu as, certainement pas dans Paris, évidemment, mais moi, j'ai habité à Saint-Denis, le logement insalubre dans les vieux bâtiments. Faut tout raser, en fait. Ouais. Non, mais c'est ça le sujet. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on le fait pas avec un vrai plan? En fait, c'est plus complexe que ça, parce qu'il y a aussi des gens. Parce qu'une fois que tu dis que tu as détruit, où est-ce que tu les mets, les gens? Enfin, Mais ça pose aussi de vraies réflexions, mais assumer en tout cas que les nouvelles technologies, moi je pense que, on va dire, l'un des échecs, ce changement climatique, a trouvé sa cause dans des nouvelles technologies qui ont accéléré les émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi cette nouvelle technologie qui va nous permettre de lutter contre ça. Donc il faut trouver des équilibres. Et je pense que
t'as manque de... C'est un débat qui doit pas être idéologisé. L'électron, il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite, en fait. T'appuies sur le bouton, tout le monde veut de l'électricité. Lui, s'en tape de savoir. Maintenant, ce qui est certain, c'est que l'erreur, et moi, pour le coup, en tant que commissaire, je suis vraiment dépitée de voir qu'on a réussi à politiser une source énergétique. En gros, les ENR seraient de gauche et le nucléaire, ça n'a aucun sens. Bien sûr. Mais on en est là. Et par ailleurs, tu as aussi ce côté assez fou où quand on fait des grands plans, tu sais, de transition, éolien offshore, panneaux solaires. Alors, panneaux solaires à terre, il y en a moins, donc on le voit moins parce qu'ils sont plus en bâtiment. Mais surtout les éoliennes, que ce soit à terre ou en mer, sociologiquement, ce sont les gens qui prônaient des énergies renouvelables qui viennent déposer plainte en recours en disant que ça tue l'environnement. Bon, en fait, les gars, à un moment donné, je veux bien qu'il y ait un oiseau qui nous intéresse, une marmotte qui est sympa, mais moi, je ne sais pas faire de l'éolienne dans le cosmos, en fait. C'est ça. Et donc, ça veut bien dire qu'il faut faire la part des choses entre une forme de puritanisme de la question énergétique qui, je pense, n'a pas sa place parce que ça ne lie pas les gens, ça les clive. De l'autre côté, on a les pro-fuel. Alors plus on y va, plus on salit la planète, mieux je me porte, je m'en fous. Non, parce que à des moments de pic, à des moments de pic, des pays ont eu besoin de... Alors, c'est pas la France, puisqu'on n'est plus au fuel, mais en tout cas, on a des dernières centrales à charbon qui sont fermées, qui vont être... le démantèlement est encore autre chose, mais jusqu'à il y a très récemment, centrales à charbon étaient appelées en dernier recours. On leur dit quoi aux gens? Ah non, vous avez froid? Tant pis, les mecs. Crevez. Ça marche pas. Bien sûr. Ça marche pas. Donc, voilà, le challenge, c'est d'expliquer que je crois que collectivement, l'État, sur cette question-là, se pose... je suis contente qu'on se pose des questions, c'est-à-dire qu'il y a un débat, et ça, c'est sain. Que les injonctions contradictoires viennent compliquer des prises de décision qui doivent être tranchées aussi. Et la difficulté, c'est qu'à la différence de beaucoup de choses, mais de manière commune avec beaucoup d'autres, notamment la justice, tout ce qui est régalien, l'énergie, c'est quelque chose qui se pense à horizon de 30 ans. Donc moi, les décisions que je prends aujourd'hui, je ne les verrai pas. Et c'est ça un peu qui donne le vertige. Et ça explique aussi pourquoi les gens flippent. Parce que j'engage, j'y vais pas, je stresse, j'engage les gens, et tu vois, t'as pas envie d'être... Et en face, ceux qui sont pas dans le système, vous êtes des nuls, vous savez pas. Oui, en fait, tu me demandes de faire un pari sur l'avenir, mais en 10 jours, il y a des bons par-ci. Non, mais je veux dire, le climat fait que on n'a pas pu prévoir des pics de chaleur, des pics de froid, quoique on sait que globalement, il y a quand même un consensus pour dire que le réchauffement climatique, c'est beaucoup des moments d'amplitude extrêmement forts, c'est-à-dire que ça va s'adoucir, mais en hiver, qu'on ne se mente pas. Tu vas avoir sur un hiver relativement doux, et pendant une semaine, 10 jours, tu vas avoir un -10, -15, tu ne sais pas d'où ça part. Mais c'est ça qu'il faut gérer en termes énergétiques. Qu'est-ce que fait l'être humain normal, -10, -15 ? Il allume son chauffage, il augmente. Et il faut que toi, tes centrales, elles soient capables de balancer de l'électricité, mais aussi techniquement capable de supporter un pic à ce moment-là. Tu sais, c'est l'histoire du feu rouge. C'est-à-dire que tu as des circulations et t'imagines, tu as tout le monde qui vient à ce moment-là. Tu as un risque de carambolage, de trafic. C'est exactement pareil, en fait. Et c'est ça que nous, on doit gérer maintenant. On doit penser des pics de chaud, des pics de froid. Et si effectivement, on consomme moins l'été parce que les jours sont plus longs en électricité, mais en fait, on engage la clim. Et ça, c'est pareil. Et donc, tu vois, tout ce qui est, pour revenir à ta question, la rénovation énergétique, elle a du sens là, parce que mieux tu penses tes bâtiments, forcément, tu as moins besoin, finalement, d'ajuster ton énergie parce que tu as gagné 3-4 degrés, là où l'autre, avec sa construction, avec son toit de tôle, déjà, quand il fait 15, il fait 35 chez lui, tu vois. Donc, tout ça, alors, je ne parle pas des problèmes de moisissure, toutes ces questions-là. Et oui, c'est vertigineux. Mais en même temps, tu te dis, tu te bats pour un avenir. Bon, après, le présent, il fait flipper, quoi. Tu vois, les gens, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des choses assez simples. Il y a des injonctions contradictoires et tout le monde veut parler. Alors,
Bien sûr. On va en parler. Voilà, c'est ça. Donc justement, on va te présenter parce que les gens doivent t'écouter depuis tout à l'heure et ils savent pas encore, on t'a pas encore présenté. Donc Lova Rinel, comment ça va déjà? Ça va très bien. Déjà, merci toi. Merci d'être sur notre podcast, déjà d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Sans même nous connaître, de ce que j'ai compris. Donc ça fait plaisir d'avoir eu confiance en nous. Donc merci d'être là. On va essayer déjà de comprendre, avant de revenir sur le sujet justement qu'on parlait, comment est-ce que tu en es arrivé là. Donc déjà, simplement, c'est quoi ton rôle actuellement? C'est quoi ton poste, etc. pour que les gens comprennent? Alors aujourd'hui, je suis commissaire à la Commission de régulation de l'énergie, qu'on appelle soit la CRE, soit la CRE, soit la CRE. Ça dépend des gens. On accepte tout le monde, il n'y a pas de problème avec ça. Nos bureaux sont basés dans le 8e arrondissement, à Madeleine. On est une administration, donc c'est une autorité administrative indépendante. C'est un statut particulier. Qui est donc une émanation du droit. Hein. C'est pas, évidemment, c'est un processus politique, mais c'est une émanation du droit. Donc, on a une existence légale bien définie dans un écosystème démocratique et institutionnel bien ancré, mais à part. C'est-à-dire que on est totalement, alors on est indépendant du gouvernement, de l'exécutif. Nous rendons des décisions. Indépendant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les décisions qu'on rend ne sont pas influencées. En gros, par le gouvernement en place. Le gouvernement ne dit pas Lova, on a besoin de faire ça, tu le fais. Ça ne veut pas dire pour autant que le commissaire, parce que je suis commissaire, et son administration de la CRE est détaché de la réalité. Bien au contraire. Mais on apprécie par nos propres outils, nos propres débats, mais aussi en discutant en dehors des murs, donc avec l'exécutif, les parlementaires, la société civile, les associations de consommateurs, enfin tout ça, les producteurs. Les fournisseurs d'accès, d'électricité. On discute avec tout l'écosystème énergétique pour pouvoir prendre des décisions sur 3 piliers, 4, qui est la sécurité d'approvisionnement. Nous veillons à ce qu'effectivement, à chaque fois qu'un Français et un consommateur appuie sur son interrupteur, évidemment, question de la coupure d'électricité suite à non-paiement à part, en gros, il y ait assez le réseau soit en capacité de répondre à ce besoin. Donc ça, c'est la sécurité d'approvisionnement. Ensuite, tu as la qualité d'approvisionnement. Effectivement, le but, c'est que si toutes tes installations sont bonnes, c'est pour ça que tu as ces enjeux de normes, et ben en fait, quand tu branches ta prise, tu n'es pas de surtension et que de l'autre côté, l'énergie qu'on distribue, le réseau soit, on va dire, adapté aux installations qui ont été pensées pour pouvoir recevoir ce type d'énergie dans les réseaux. Enfin, le dernier pilier qui est le juste prix, c'est-à-dire que tout ça a un coût. Donc, ces sources de production, que ce soit nucléaire, hydro, gaz, tout ce que tu veux, ça, c'est la source de production. Puis après, tu as les moyens de transport, puisqu'on oublie souvent que les câbles et les poteaux, ça coûte très cher. Je sais que ça coûte très, très cher. Dans la facture globale, c'est un coût qui est divisé par la facture d'électricité. Donc, j'invite toutes les personnes qui regardent le podcast de voir leur facture d'électricité. Alors, ça, c'est un combat que nous avons, c'est la transparence de la facture, donc ce qu'on appelle le TURP, ce sont les taxes. Et ces taxes-là sont essentielles pour maintenir le réseau. Et donc, en fait, nous, on s'assure que le coût de production, donc le coût de l'électricité et le coût du réseau, avec sa maintenance et tout ça, soit à des coûts justes. Alors, à un moment où on passe un sas où la question de l'électricité, la facture énergétique devient un sujet presque de survie pour certains, on va dire, coût juste, elle est gentille, mais ça coûte cher. Oui, mais parce qu'en fait, tout est devenu plus cher. Donc, c'est pas moi qui dis, tiens, aujourd'hui, on va augmenter de 20%. Bien sûr. Non, en fait, on essaye d'expliquer, de comprendre. Donc, c'est ce qui fait qu'aussi, dans nos analyses, on a une partie de marché de gros. On regarde tout, en fait, tes influences géopolitiques. La guerre en Iran aujourd'hui, est-ce qu'elle a un impact énergétique? En fait, on est en train de regarder. La guerre en Russie, a-t-elle eu un impact, plutôt en Ukraine, par la Russie, a-t-elle eu un impact énergétique? Donc, on l'a bien vu que oui, puisqu'il y a eu ces fameuses périodes bien sûr. De sobriété et d'appel justement à caper les prix. Donc, on n'est pas un truc décorrélé, au contraire, on est bien dedans, en amont et en aval, c'est-à-dire qu'on voit comment ça se passe auprès du client, et puis on voit, du consommateur final, et puis on voit comment ça se passe, on essaye de comprendre comment ça se passe à l'échelle internationale. Okay. Et puis le dernier point, le juste prix, tu as la transition énergétique. Parce qu'évidemment, ce serait trop simple. C'est servi sur 3 points cardinaux. On a le 4e. L'injonction que nous avons, c'est nous avons cette lutte contre le changement climatique. Nous devons faire tout ce qui est possible pour que nos usages et nos méthodes soient en phase avec cet objectif, j'ai presque envie de dire existentiel, qui n'était pas le cas, puisque c'est récent, le changement climatique. Et c'est vrai, quand on a ces équilibres,
Bien souvent, l'argent ne vient pas avec le bien-être. Hein. La question économique, plus on tire vers le bas, forcément, tu vas aller chercher des sources de production polluantes. On essaie justement de nous en détacher, désintoxiquer. Alors en France, on est plutôt bien, puisqu'on a cette chance d'avoir l'énergie nucléaire qui est décarbonée, qui vient d'ailleurs, on appelle ça un ruban base en fait. Elle donne un pourcentage dans notre transition énergétique, dans notre mix énergétique assez confortable pour justement aller chercher d'autres énergies pour avoir en fait un tout cohérent. Ce tout cohérent, il change à 4 périodes. La journée et le soir, quand on a le photovoltaïque, mais aussi parce que tout simplement, on travaille et on dort. Donc, alors, il y a des gens tu vas me dire, il y a des gens qui travaillent la nuit, mais on est bien d'accord qu'on n'est pas au même niveau d'activité économique. Ensuite, tu as l'été, l'hiver. Donc, forcément, la saisonnalité, l'hiver, beaucoup plus froid, journée beaucoup plus courte, donc tu as plus tendance à consommer pour te chauffer, pour t'éclairer, alors que le soir, c'est le contraire. Mais tu utilises de l'énergie aussi pour te rafraîchir. Et c'est vrai que ces 4 points-là, jour, nuit, été, hiver, c'est aussi pour nous un jeu d'équilibre. Donc, c'est pas juste on a mis ça pour dans 10 ans, c'est bon. Non. On a des vraies réflexions, des pistes. Et puis, de plus en plus, moi, je m'occupe des zones non interconnectées. C'est un mot que j'aime beaucoup, puisqu'il le dépolitise un peu. C'est ce qu'on appelle les Outre-mer, plus la Corse et les îles bretonnes. Puisqu'en fait, nous, on raisonne à terme technique. En fait, tout ce qui n'est pas connecté au réseau métropolitain qui est interconnecté à l'Europe, on appelle ça une zone non interconnectée. Donc, c'est principalement des réflexions insulaires. Essentiellement. Et puis après, dans les zones connectées, tu as des zones pas vraiment interconnectées. Enfin bref, tout c'est compliqué, mais c'est trop simple sinon. Et donc, on voit bien qu'aussi dans les ZANI, elles ont d'autres réalités. L'île de Sein, qui se trouve en Bretagne où j'ai été il y a quelques semaines, c'est pas le même climat que Wallis et Futuna. Et c'est pas le même nombre de population. Et c'est pareil, quand tu es à Paris, tu ne traites pas l'énergie comme tu es à Saint-Denis-de-la-Réunion. Et donc, tout ça demande des réflexions adaptées. Et donc, la Creux s'occupe de tout ce beau monde-là, avec abnégation. Je pense qu'on a bien compris c'est quoi la CRE. Moi, j'appelle la CRE. Oui, mais j'ai choisi ça. Et donc, justement, maintenant, on va essayer de comprendre déjà comment est-ce que tu en es arrivé là. Parce que je pense que ce n'est pas du jour au lendemain. J'ai cru savoir que tu as un long parcours, etc., super intéressant. Donc, déjà, comment ça commence ? Je suis vieille, dis-le. Je sens que tu as envie de le dire. Pas du tout, loin de là. Mais justement, c'est un parcours super intéressant. D'où ça vient ? Déjà, comment est-ce que tu as commencé ? Dans quel secteur ? Parce que je crois que ça n'a rien à voir avec les énergies de base. Non. Alors, moi, je suis née, j'ai grandi en région parisienne, dans ce qu'on appelle les banlieues. Puis, j'ai très vite évolué à Paris. Mais en fait, j'étais plus portée sur... En fait, je voulais être commissaire-priseur, ce qui, vraiment, on peut dire, n'a rien à voir avec l'énergie. Et pour plein de raisons, notamment pour ceux que ça intéresse, la fonction de commissaire-priseur est une fonction extrêmement difficile, puisqu'en fait... on parle des numerus clausus médecins. Alors, commissaire-priseur, je vais te dire, s'il y en a 4 en France, c'est déjà énorme. Enfin, j'exagère, mais à peine. C'est vraiment un truc... Il y a 4000 demandes pour, je crois, 1/10 de places disponibles. Donc, et puis, on sent bien que quand tu vois les commissaires-priseurs, ça se passe de père en fils. Bon, tu vas pas... Parce qu'il faut acheter une chaire, tout ça. Bon, bref, c'est un peu compliqué. Une étude, pardon. Et donc... mais j'étais passionnée d'art. Et je voulais être une espèce d'Indiana Jones. C'était lui qui m'avait donné envie de faire ça. Donc, je trouvais ça génial, sa vie. Et puis, je me suis rendu compte que, je trouvais pas. Et puis, c'était quand même très déconnecté. Je trouvais ça un peu poussiéreux. Puis, j'ai commencé à faire beaucoup de missions avec la région Île-de-France qu'on appelle de préservation de patrimoine. Donc, rester dans le patrimoine. Et puis, comme la France a une longue histoire de préservation de patrimoine, elle a fait beaucoup de coopération. Donc, j'ai eu la chance de participer à certaines missions. Le hasard, je fais des choses en Asie du Sud-Est. Et puis, pour des raisons personnelles, je me retrouve à Madagascar. Et puis, la région d'Île-de-France me dit « Ah, tiens, nous avons une mission. » Et voilà, donc j'arrive à Madagascar. Vraiment, c'est mon pays, c'est le pays d'origine de mes parents. Parce que moi, je suis née, j'ai grandi en France. Et je connaissais le pays, j'allais en vacances, mais bon, pas plus que tous les Français, en fait, issus d'immigration. C'est-à-dire qu'on a un attachement de cœur, mais en fait, on ne sait pas de quoi on parle, en fait. Il faut le dire quand même. Donc, j'arrive là-bas, je vis là-bas.
autre space total, tu vois. Et je découvre un pays, je découvre ce que c'est que la pauvreté, et puis on est en pleine campagne électorale. Moi, à ce moment-là, ça va très vite. J'intègre le cabinet du ministre du Tourisme qui ne comprend pas que la France propose une Française en coopération. Il dit non, mais on doit être tellement nuls à Madagascar qu'ils ont pris notre meilleur malgache là. On demande de rentrer dans sa cabinet pour faire l'inverse. Donc, moi, je suis contente. La région est contente. Donc, on fait avancer les projets de préservation. C'était la Haute-Ville et le Palais de la Reine, pour ceux qui connaissent la ville d'Antananarive. Et voilà, ça se passe. Et puis, on est en pleine période, je ne connaissais pas trop, mais on était en pleine période de coup d'État, donc c'est un régime de transition. Puis, il y a une élection qui arrive. C'est en quelle année, juste pour situer ? 2012. Okay. J'arrive en 2012. Élection en 2013. Un jour, mon ministre me dit, j'ai quelqu'un qui se présente aux élections, il veut que tu sois sa directrice de campagne. Le rire que j'ai au téléphone. J'explose, je dis, mais le monsieur, il veut perdre. C'est la première réflexe. Je dis, je connais rien. Il me dit, si. Je lui ai dit, en fait, c'est ton copain, tu t'envoies la dame là qui va le faire perdre. Il dit, mais non, t'inquiète pas, il sait nanan. Donc, je me retrouve directrice de campagne avec un homme charmant. Et c'est, en fait, j'ai compris pourquoi il voulait. Donc, on travaille ensemble sur son programme politique, mais en fait, ce qu'il voulait, c'était porter l'image d'une nouvelle génération, d'une diaspora, mais aussi d'une certaine éthique. Et d'un mot qui va revenir dans ce podcast, c'est la notion du service public. Ok. J'y reviendrai. Et donc, moi, je l'avais déjà au cœur, ça. Et puis voilà, c'était les mots-clés de sa campagne. Avec transparence. Donc, c'est le seul candidat, Sylvain Rabetsaroun, c'est le seul candidat qui a déposé ses comptes bancaires à la Haute Cour constitutionnelle. Il y avait 39 candidats. C'est le seul qui l'a fait. Donc, pour te dire, et t'inquiète pas, c'est moi qui ai fait la fiche fiscale là, pour m'assurer qu'il est acquis. Ça veut dire, en fait, s'assurer qu'il est en règle avec l'administration fiscale, que ses comptes ne viennent pas de fonds perdus. Donc, c'était un geste fort et politique. Bien évidemment, une démocratie en 2012, Madagascar sortie d'un putsch, on va dire que c'est une démocratie plus qu'en rodage. C'est au début du commencement du démarrage. Donc forcément, la démocratie doit rencontrer une population. Et la rencontre ne se fait pas sur ces questions-là, elle se fait ailleurs. On perd les élections, enfin le premier tour. Et moi, je me dis, c'était sympa, j'ai adoré. Bon, je fais le tour de Madagascar. Là, j'ai une vie, je suis en jet privé, en avion, en humeur, parce qu'en fait, ça paraît fou comme ça, mais Madagascar est un pays à l'image de ce qui est une ancienne colonie mal gérée, disons-le, pas d'infrastructure routière. Tu peux pas partir en voiture dans un territoire qui est plus grand que la France métropolitaine, donc c'est la France plus le Benelux, en termes de... Laisse tomber. 100 km, tu peux mettre 100 km à faire en voiture, tu peux mettre 2 jours pour le faire. Parce qu'il n'y a pas de route, en fait. Donc, t'as pas le choix. Et même niveau sécurité. Ta Renault 5, ça marche pas, en fait. Elle s'arrête. Au bout de 5 km, et moi, les gars, je suis pas signé pour ça. Mais en fait, t'es obligé d'avoir des gros 4x4. Donc, c'est un peu l'argent appelle l'argent. C'est-à-dire, seuls les riches, en fait, peuvent accéder à ces zones-là parce qu'en fait, t'as pas le choix. Et donc, c'était un peu... Il faut oublier ce qu'on a appris en France. Il faut voir comment s'inscrit le paysage. Bon, bref. J'arrive. Il me refourgue au second tour, au candidat du second tour. Bon, bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sera l'objet d'un autre podcast. Je me retrouve conseillère du président de l'Assemblée. Ok. Les élections sont passées, je me retrouve conseillère du président de l'Assemblée. Et moi, je retourne à mes premières amours, parce que j'avais fait effectivement études de droit et d'histoire de l'art, mais j'étais très portée sur 2 thématiques, commissaire-priseur, mais aussi tout ce qui était humanitaire, sécurité, paye-sécurité. Et donc, je me dis, tiens, je vais être en charge des relations internationales, et ils m'ont dit des enjeux de souveraineté, de sécurité. Ils me disent, ah oui, on a besoin de quelqu'un. Là, les PTF, donc les partenaires techniques et financiers, comprendre les bailleurs, veulent un visage de la question droit de l'homme. C'est toi. Je dis, ah ouais, très bien. Et il me dit, tiens, le premier texte que je veux faire, le seul texte que le président dit, il y a un texte que je veux porter, c'est l'abolition de la peine de mort. Et je lui dis, ah bon, t'as besoin de moi? Il dit, bah oui, en fait, c'est toi qui dois faire le texte, c'est pas moi qui vais le faire. Ça sert à ça, les conseillers. Okay. Donc, je me rends compte que, on a 54 personnes qui attendent dans le couloir de la mort quand je fais le texte. L'exécutif était contre. Parce que dans leur rapport au pouvoir, avoir la mort comme ça permet aussi d'avoir une pression par rapport aux criminels. Bon, c'était pas mon choix.
compte tenu du niveau de criminalité, il faut croire que ce rapport d'autorité ne fonctionnait pas. Donc, je leur dis, écoutez, les gars, la peine de mort, ça les fait pas peur. Abolissons-le, parce qu'en plus, on passe pour des barbares. Donc, on a perdu sur toute la ligne. Il y a peut-être d'autres... la peine de mort, c'est peut-être pas l'alpha et l'oméga d'une société plus sereine, plus sécurisée. Les gens meurent de faim. C'est pour ça qu'ils commencent à agresser les gens. Donc, peut-être taper sur la question économique avant de taper sur la question pénale. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de droit pénal. Mais en tout cas, je trouvais que l'argument autoritaire était un peu abusé à Madagascar. Et puis, en 2014, on a Sommet de la francophonie, Sommet de la francophonie qui annonce que Madagascar a gagné, a remporté l'hébergement du sommet. Donc, on vient pays hôte. Et là, au bout de 2 minutes, je me retrouve à la présidence de la République, conseiller spécial en charge du sommet de la francophonie, parce qu'il n'y a pas plus francophone que moi, évidemment, francophone, francophile, binational, tout ce que tu veux. Et moi, je suis à balle sur le truc et tout. Et là, forcément, tu rentres encore à un autre niveau. Tu es dans l'exécutif, donc tu as d'autres conseillers. C'est une autre espèce, des conseillers présidentiels. Et tu te rends compte, quand tu as fait quelques tours de conseillers de présidence, tu te rends compte qu'ils sont tous pareils. C'est un monde à part. Et donc, là, on me dit, je me souviens, il y avait différents pôles, et on me dit, tiens, tu veux pas t'occuper de l'énergie, des infrastructures. Alors, il faut savoir qu'à Madagascar, à l'époque, on avait 5 à 6 heures de délestage par jour. Le mot délestage qui est rentré dans la vie des Français seulement pendant la guerre en Ukraine, c'est quelque chose que les Malgaches vivent depuis 15 ans. Il faut le comprendre. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est une coupure programmée par le fournisseur. Donc, allez, grosso modo, disons qu'EDF disent « J'ai plus assez d'énergie, les gars, entre 20h et minuit, plus de lumière. » Voilà. Incroyable. Et puis, plus de lumière dans cette zone. Toi, tu as de la lumière là. Et puis après, quand tu as de la lumière, tu n'as plus de lumière à minuit. On arrête tout. À 6h du matin, c'est toi qui as ça. C'est ça. Donc, t'imagines quand même la Encore maintenant. Encore maintenant. Et donc, là, je mets mon nez dans ce que c'est, la gestion de ça. Et là, je découvre un système énergétique aussi, c'est grandeur et décadence, quoi. Tu peux faire tout et on fait rien et on n'y arrive pas. C'est gangréné de mafia là, c'est porté par des gens qui ont le service public à cœur. Enfin, il y a tout dedans. Il y a des gens merveilleux. Tu t'occupes de Madagascar au niveau de l'énergie ? À ce moment-là, je m'occupe de l'énergie à Madagascar. Ouais. Puis bref, il se passe un truc, c'est les attentats de 2015. Je suis à Madagascar, je suis enceinte, je me rappelle encore. Je suis à terme. Je crois que j'accouche sur place tellement... c'est le 15, c'est au mois de 13 novembre. Moi, j'accouche le 23. Pour te dire, là, tétanisée. Et je me dis, OK, on avance sur le sommet de la francophonie, mais qui devait se tenir en 2016 à Madagascar, à Tana. Je me dis, moi, après le sommet, je me casse. Je n'ai plus ma place ici. J'ai fait ce que j'ai à faire. Finalement, j'ai aboli une loi, l'abolition de la peine de mort. On avait porté l'abolition de la dépénalisation de l'avortement. Gros débat, mais finalement, ça a été acté à Madagascar après. Donc, c'est des combats que tu mènes. Puis après, tu n'es que conseiller, tu n'es pas député, tu n'es pas ministre. En même temps, les autres, ils ont qu'à faire leur boulot. Moi, je n'ai pas apporté toute la peine. Donc, j'ai considéré avoir fait. Et puis, je me dis, mon dernier acte, ce sera le sommet de la francophonie parce que j'y tiens. Parce que c'est un moment où Madagascar a une visibilité dans le monde sur un autre secteur que, il crève la dalle, machin, il y a un coup d'État. Là, on parle de choses positives et tout. Donc, j'avais vraiment travaillé ce qu'on appelle le texte martyr. C'est ce document en amont du sommet qui est partagé avec tous les États sur les résolutions. Donc, on y va, on travaille et tout. Mais je savais que moi, je devais partir. Et puis, je pense que je suis une grande voyageuse. Moi, j'ai vécu ça comme une expatriation très prégnante. Mais voilà, un peu d'humilité. Je considérais qu'il y avait des gens plus qualifiés. Puis franchement, je suis arrivée là-bas, j'avais 28 ans. Hein, donc bon, il y a des grands. Et, voilà, ce qu'on appelle nous les Reyamandjen, les aînés à Madagascar, ils savent ce qu'ils font, il faut leur faire confiance. Puis la jeunesse, c'est pas tout, tu vois, il faut laisser faire. Donc je me suis dit, je rentre parce que... à ce moment-là, il y a quelque chose qui me marque, c'est la stigmatisation d'une partie de la population française au lendemain des attentats où les binationaux poseraient un problème et il faudrait parler d'une déchéance de la nationalité à échelle constitutionnelle. Tu dis, non, mais elle existe déjà dans le droit commun. Je veux dire, puis tu dis, le gars qui veut poser sa bombe parce qu'il a une idéologie contre la France, c'est pas le passeport français qui va le dire, tiens, je te la retire, ça a changé quelque chose. En fait, c'est à cause de ça, d'ailleurs, qu'il est parti. Donc, et moi, je l'ai vraiment mal vécu parce que moi, je suis une binationale. Je me dis, mais il se passe quoi en fait ? Tu pars,
tu honores finalement par ton engagement ce que la France t'a appris. Et en fait, tu apprends en France que tu serais peut-être l'étendard de la honte. Il y a un sujet. Et puis, moi, je suis issue quand même de ce qu'on appelle les cités, les quartiers populaires. On était les premiers sur le peloton d'exécution. Et à raison, en fait. Parce que les personnes qui avaient commis ces attentats étaient issues de ce monde-là. Enfin, faut pas se mentir non plus. Bien sûr. Bon, je mets à part les 2 Réunionnais, là, qui étaient là, mais globalement, c'est des gens issus de quartiers populaires. Et là, je me dis, ça va pas. Ça va pas. Mohamed Merah et moi, on est nés tous les deux en 1983. Il se passe quelque chose que je comprends pas. Moi, je tisse une histoire d'amour avec la France, avec beaucoup d'agacement, comme on peut avoir. Beaucoup d'interrogations, de colère, mais à aucun moment j'ai envie de dynamiter la gueule de juifs parce qu'ils sont juifs, de tuer des militaires parce qu'ils portent un uniforme. Et je me dis, parce que je considère que le système, c'est le reflet de ce que je suis, donc il faut que je sois dans le système pour le changer. C'est comme ça que je vois les choses. Et manifestement, lui, il avait une autre vision. Mais globalement, indépendamment de ces trajectoires, tu dis, maintenant, je suis plus une enfant, je suis maman. Moi, ça y est, je suis maman à ce moment-là. Je me dis, c'est peut-être notre temps à nous de sortir de notre condition d'ado, qui disait, ouais, les grands, ils foutent rien. Bah, en fait, ça y est, on est adultes. C'est nous qui sommes responsables. Donc, je pense qu'effectivement, tu as une génération là. C'était celle du Club Dorothée, hein. On est restés des éternels adolescents. Oui, tu verras. Non, ne vois pas. Et donc, en tout cas, cette génération qui est marquée, nous sommes unis par une solidarité que personne ne peut comprendre. On a vécu la même enfance au travers d'un socle culturel qui est le même. Et je crois qu'on voit le monde de la même manière, ce qui n'est pas le cas de la génération d'après, puisque après, chacun ses canaux de culture. Et je crois qu'à ce moment-là, je comprends. En tout cas, moi, j'ai une lecture, c'est il ne faut pas qu'on se laisse bouffer par les vieux réacs qui n'ont pas compris ce qui s'était passé, par une immigration qu'ils voyaient, eux, de manière très, très agressive. À tort ou à raison, ce n'est même pas le sujet. Mais en tout cas, ma responsabilité à moi, c'est de montrer que tous les préjugés négatifs que vous faites, ils sont absolument faux. Ça reste de l'anecdotique et ça relève de la lutte des classes et pas de la lutte des races. On n'est pas mauvais parce qu'on est noir, arabe. On est mauvais parce qu'on est en situation économique extrêmement dangereuse avec des horizons égales à la merde jusqu'au cou, jusqu'à la fin de ta vie, que ta survie te pousse à aller vers des chemins qui ne sont pas les bons. Maintenant, est-ce que ceux qui empruntent ces chemins qui ne sont pas les bons doivent être constamment excusés au nom d'un système défaillant? Absolument pas. Parce qu'il y a le libre arbitre, parce que tu as reçu une éducation, parce que personne ne te dit qu'il faut que tu tues ou que tu bombardes, je ne sais plus qui, plutôt les poignarder ou les tuer, pour dire « Ah, c'est bon, excusez-moi, je n'étais pas bien dans ma peau ». Non, ça ne marche pas comme ça, la vie. Donc, on grandit, on devient responsable. Les responsables que nous sommes, on doit apprendre à protéger les gens qu'on aime. Et les gens qu'on aime, ce sont nos enfants, donc les plus jeunes, aussi les gens de notre sociologie. Et c'est vrai que je voyais que dans les prises de parole, on ne se protégeait plus. C'était celui qui était le moins arabe des arabes. Ah voilà, le musulman qui arrivait à dire que les autres musulmans étaient des barbares, c'était celui qui était mis en avant. Et puis le noir qui était en crachat sur les autres noirs, moi je devenais folle, je me dis, attends, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, une communauté française n'arrive pas à accéder aux prêts immobiliers comme n'importe quel Français, donc non issu d'immigration, pour pouvoir accéder à un bien et donc s'ancrer. Et donc, dans ce qu'il doit faire, lui, c'est aller cotiser dans son pays d'origine dans lequel il n'a pas voulu, pas grandi, pour pouvoir peut-être avoir une maison, finir sa retraite dans un territoire qu'il ne connaît pas par ailleurs. C'était là le décrochage. Puis après, quand tu pousses, tu te rends compte que, parce que je voyage un peu dans mon pays qui s'appelle la France, que je ne connais pas, bah en fait, il y a plein de Français qui sont dans cette situation aussi. Les Outre-mer, pour revenir, bah, tu te rends compte que des Français qui sont Français depuis des générations n'ont pas accès au même titre que ces Français issus de l'immigration. La question est moins raciale. Elle est vraiment lutte de classe territoriale où, finalement, le monde a été pensé à hauteur de Paris et des grosses villes. Et là, c'est une erreur. Moi, à ce moment-là, je suis en pleine phase politico-militante, c'est-à-dire que j'arrive en France en 2016. Et moi, avant de partir à Madagascar, j'étais militante. J'avais travaillé pour Marielle de Sarnez et tout ça, donc député européen à l'époque, qui est devenu ministre des Affaires étrangères sous Emmanuel Macron, mandat 1. Et ensuite, elle est devenue présidente de la Commission des Affaires étrangères. Elle est décédée récemment, paix à son âme. Et en fait, elle était issue de ce qu'on appelle le centre, parti centriste, donc le MoDem. Et c'est vrai que moi, j'étais en contact avec mes copains au MoDem, et puis ils me disent, je me souviens encore,
ouais, tu peux pas rentrer à Paris, un mec, il mise des finances, il se passe un truc. Je me souviens vraiment l'échange. Il se passe un truc, là, on sent que c'est lui. Et moi, je regardais, il s'appelait Emmanuel Macron. Il disait, ouais, il se passe un truc. Ouais. Mais tu voyais se passer un truc. Et donc, je rentre. C'était le bon moment. Le sommet de la francophonie, c'était en 2016. Donc, c'était le bon moment pour moi de partir. Et puis, moi, je pense que j'ai donné ce que je devais donner à Madagascar. Je ne pouvais pas donner plus. J'avais envie de rentrer en France pour toutes ces raisons. Puis, j'arrive, je suis à l'Assemblée. Je suis collaboratrice parlementaire auprès de députés du groupe MoDem et de Marielle de Sarnez par la suite. Et moi, quand à la commission des affaires étrangères, je me souviens, je dis, ah non, mais moi, je ne veux pas faire d'Afrique. Vos histoires de pauvreté, d'aide publique au développement, de misère, de coups... j'en ai marre, j'ai donné... c'est bon, ça y est, ça s'arrête. Je dis, donne-moi un truc de riche, il n'y a pas de sang, il n'y a que des pays riches et j'y connais rien. Et tiens, elle est traitée de non-prolifération. Prolifération de quoi? D'armes nucléaires. Incroyable. Et donc, je travaille sur la mission et là, je rencontre ce qu'on appelle la dissuasion française, que je ne connaissais absolument pas. C'est un coup de foudre intellectuel comme jamais je n'ai eu dans ma vie. Alors, explique-nous, c'est quoi? C'est le concept de non-emploi. Déjà, c'est en fait, on a l'arme nucléaire. Ça, on en a parlé sur l'actualité, la remise au devant de la scène. Et en fait, on a, nous, un concept de défense de notre territoire, de nos intérêts vitaux qui intègrent notre territoire, qui dit en fait au monde entier, bon les gars, vous pouvez nous pas nous aimer. Parfois, on peut être un peu débile. Mais franchement, l'idée de nous attaquer, mauvaise idée. Parce qu'on va vous mettre un truc dans les dents. Vous n'êtes pas prêts de vous en remettre, les gars. Et donc, en fait, j'ai trouvé ce concept trop bien. Ouais. Je me suis dit, non mais attends, c'est un truc de ouf. Donc, en fait, là, on a une arme qui garantit notre sécurité. Tu es français, tu te balades tranquille. Et quand tu as un peu voyagé comme moi j'étais représentante diplomatique de Madagascar, bah, quand tu as le Yémen, quand tu as la RDC, quand tu as aussi le Liban qui siège à différents... Et tu vois que la guerre, les bombes, le Soudan, c'est matin, midi, soir. Crois-moi que, en fait, on te parle de dôme de fer dans un autre conflit, bah, le dôme nucléaire, il est là. Et qu'est-ce que je pense, moi? Bah, moi, je pense à Harry Potter, le dernier épisode. Tu sais, quand tu as les sorciers qui balancent là, leur baguette magique pour avoir un dôme, là, pour éviter... Eh ben, c'est ça. Sauf que ça tient. Voldemort, il fait ce qu'il veut, ça ne passe pas. Et je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant. Je me dis, c'est fou. Je me suis jamais intéressée à cette question-là. Et donc, tu as des gens qui travaillent au quotidien dans un anonymat, mais le plus total, avec une humilité, qui se disent... Franchement, le Français n'est jamais content. Il insulte tout le monde. L'État, c'est de la merde pour lui. Ben non, il se réveille tous les matins pour faire en sorte qu'on soit en sécurité. Et cette communauté, elle se retrouve auprès de trois grandes administrations, qui est le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense. Alors, je connaissais assez bien le ministère des Affaires étrangères français, mais très peu le ministère des Armées. Alors, un peu africaniste, si, mais beaucoup moins celui de la dissuasion. Mais je découvre des gens... mais d'un niveau intellectuel, d'une profondeur d'esprit. Je parle plus de philosophie de Clausewitz, tu vois, que de munitions. Et là, je me dis, mais enfin, la pensée profonde. Ouais. Mais c'est fascinant. Et donc, moi, ça me révolutionne dans mon état d'esprit, dans ma façon de voir les choses. Donc, moi, assez vite, je me dis, il faut que je quitte l'Assemblée, il faut que je sois à fond dans la dissuasion, tout ça, machin. Et donc, je travaille l'arme nucléaire dont il y a tout. Il y a l'histoire, il y a l'arme en tant que telle, il y a les pays dotés, il y a les peaceful uses, donc les usages pacifiques, les instances internationales, il y a tout. C'est un monde, un État dans l'État. Puis bon an, mal an, je me retrouve chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique parce que je voulais mettre un pied dans la pensée profonde et il faut écrire. Et en fait, une pensée telle qu'elle est, si tu n'arrives pas à la structurer par écrit, c'est pas une pensée, c'est une sortie de terrasse de café, en fait. C'est pas pareil. Parce que ça demande de la confronter à des faits, à la confronter sur la durée, donc être capable de la mettre en perspective de l'histoire. Donc, ça veut dire de faire des recherches pour que ça étaye ton argumentation. Donc, moi, j'avais besoin de ça. C'était vraiment un besoin. Et je pars, et là, je suis... j'intègre le cabinet de Lassina Zerbo, qui est le secrétaire exécutif d'une organisation internationale qui se trouve à Vienne, qui est l'OTIS, l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, donc qui siège l'étage en dessous, enfin 2 étages en dessous de l'AIEA, celle à l'énergie atomique. Et en fait, moi j'y vais au moment où on est en pleine surveillance des essais nord-coréens. Okay. Donc forcément, on regarde aussi l'Iran pour s'assurer que si elle a la bombe, un autre volet, vous gardez ça dans votre tête, un pays à la bombe dès lors qu'il est capable de faire un essai.
Avant ça, elle n'a Ok. pas la bombe. Vous gardez le D'accord. message, vous avez compris le message, ça s'arrête là. Et donc, en fait, on surveille et je découvre encore un autre monde, communauté internationale, où pareil, dans le silence, ou plutôt le désintéressement médiatique total et même des peuples, pardon de le dire comme ça, il y a des gens qui se réveillent tous les matins pour se dire « je vais m'assurer que ça ne pète pas ». Et on va traquer les mecs qui font en sorte que ça pète. Et là, je trouve des gens, mais c'est passionnant, en fait, ce monde-là. Oui. Donc, tu vois, tu apprends à détecter, tu vois, une attaque nucléaire. Voilà, c'est un peu l'enquête nucléaire, d'une arme nucléaire, c'est la détection. C'est une vraie enquête policière, mais avec des compétences spécifiques. Donc, tu as des petites formations sur ça. Donc, moi, j'y vais, tu vois. Ok. Et je comprends. Je dis, ah ouais, tel niveau de radioactivité, comment tu fais, comment tu détectes, qu'est-ce que tu sens, tu vois, la manière dont c'est pacté. Donc, moi, je rentre très vite sur les questions nucléaires, partie sécuritaire. Puis en fait, au fur et à mesure, je côtoie le grand absent du nucléaire, c'est l'Afrique. Continent que tu auras compris, Bien qui sûr. m'est cher. Bien sûr. Et je me dis, mais en fait, pour que ça fonctionne, je t'avais parlé des problèmes d'électricité, évidemment, l'énergie nucléaire en Afrique. Mais évidemment. On est l'un des territoires le plus dotés d'uranium. Il se passe quoi? Il se passe que si tu n'investis pas dans des ingénieurs, si tu n'assainis pas tes finances publiques, tu ne donnes pas une garantie de développer une énergie nucléaire. Parce qu'en fait, tu ne peux pas tricher avec tes finances publiques quand tu développes une énergie nucléaire, ni avec ta sécurité, et donc quelque part avec ta gouvernance. Il faut que tout soit calé. Et en fait, il faut dire ce qui est, dans le continent africain, c'est un peu le bazar. Ouais. Et donc, instabilité gouvernementale, enfin même de gouvernance et politique, ne permet pas la stabilité d'une centrale. Une centrale, tu penses lundi, ça arrive dans 30 ans. Donc, si tu as des coups d'État tous les 5 ans, Ouais. ta centrale, elle n'arrive jamais. Et donc, ça veut dire qu'il faut que tu aies une stabilité. Il ne faut pas que la personne soit là pendant 30 ans. Mais il faut qu'en fait, on respecte les décisions d'avant et pas comme beaucoup font en Afrique. Ah, l'autre, il a dit ça, c'est nul, je ne fais pas, je remets à zéro, puis j'invente l'eau chaude. Mais non, en fait, on se retrouve qu'à la fin du mandat, il s'est rendu compte que ce que l'autre a pensé n'était pas si mal que ça. Donc, c'est vrai que je comprends qu'en fait, pour faire sortir le continent dans toutes ces disparités, parce que tous les pays ne sont pas les mêmes, tu ne dis pas à un Ivoirien que c'est un Ghanéen, tu ne dis pas à un Sud-Africain que c'est un Namibien, c'est comme ça, il faut l'accepter, cette diversité, donc cette unité, j'allais dire, très européenne de l'idéal. Ouais, il n'y a qu'une Afrique, c'est pas vrai, les gars. Il y a plusieurs continents, il y a plusieurs pays en Afrique. Néanmoins, sur la question du développement, comme je te dis, comme je disais tout à l'heure, l'électron, il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite, en fait. Il relève de la capacité et de la qualité de ton installation. Et donc, tout ça, ça répond à des données bien objectives. Et j'ai, à ce moment-là, l'intime conviction que la clé se trouve dans notre capacité, en Europe, un peu via la diaspora, certainement par des gens comme moi, mais à expliquer aux investisseurs, aux gouvernants du pays, aux États qui aident aussi par différents programmes, que la clé, elle est moins dans les droits de l'homme. Pas que ce soit pas intéressant, mais que si vous n'expliquez pas que l'énergie, ça va permettre à un pays d'être attractif sur le plan industriel et donc faire venir des entreprises et donc pousser les gens à travailler parce que c'est ça, ils ne travaillent pas. Donc en fait, il faut augmenter leur niveau de vie par le salaire. Et en fait, poser ça. Et ça doit se faire aussi dans un cadre à horizon 2020. On ne fait plus bosser les gars comme en 1805. Ben non. Donc ça, on peut l'amener. L'énergie, pour que ça fonctionne, il faut des lois de finances, des projections énergétiques sur 30 et 40 ans. Ça veut dire que les États concernés doivent s'engager à ne pas perturber cette trajectoire économique. Ça demande des signaux forts. Et de l'autre côté, ça demande aussi un investissement éducatif. Si tu n'investis pas dans un ingénieur, et là, il faut féliciter le Maroc, quand ils investissent dans des étudiants en mathématiques, c'est les matières fondamentales. Bien sûr, tu ne vas pas aller chez l'épicier, sinus, cosinus, tangente, ça ne sert à rien. Bien sûr. Mais la réalité, c'est ton b.a.-ba pour entrer à Polytech, en fait. Bien sûr. Et donc, si on ne comprend pas qu'il faut sortir aussi, et que tout n'est pas que les entrepreneurs, parce qu'ils sont bien gentils, mais les entrepreneurs déconnectés d'un État qui fonctionne, ils ne fonctionnent pas, les entrepreneurs, ils crèvent. Parce qu'ils ont besoin de la puissance publique pour les préserver, pour assumer une sécurité. Et je me rends compte que le secteur énergétique pose un autre volet. C'est le service public. Tu sais, c'est le mot dont je te parlais. Ouais. Moi, à la Creux, tu sais, il y a eu le cyclone Chido pendant les fêtes. Donc, c'était un peu pendant les fêtes à Mayotte. En quelle année c'était déjà? Là, l'année dernière, cette année. Cette année. Cyclone, mais laisse tomber. Dévastateur. Donc, on regarde ça de Paris, on se dit, mais les pauvres, tu penses aux gens, aux catastrophes, tu vois les photos, tu appelles tous tes interlocuteurs, comment ça se passe, la centrale, les poteaux, les lignes, tout ça. Bon, évidemment, c'est un dégât. Nous, on prévoit à la Creux d'y aller. Mais on se dit, mais pas pendant, alors bon, ça n'a pas de sens, il faut laisser, machin. Mais on se dit, OK, qu'est-ce qui se passe
C'était pendant les fêtes. 3-4 jours après qu'on ait bien compris l'ampleur du cyclone. Moi, je suis en lien avec Enedis, EDF SEI. Donc, et en fait, on a besoin de techniciens pour remettre le réseau. Il faut savoir qu'en fait, quand tu dis ça, il faut que tu envoies des gars sur le terrain où il n'y a pas d'habitation pour les accueillir. Donc, je me dis, ouais, c'était lent. Oui, mais bon, t'envoies pas des ingénieurs même des techniciens aller à Mayotte. Si tout est dévasté, ils n'ont même pas d'endroit pour dormir. Donc, il faut sécuriser ça. Et ça, déjà, ils sont trop lents. Bah oui, mais bon, en fait, là, c'est pas possible. Donc, on attendait. Mais ce que je sais, c'est que l'engagement qui a été tenu de rétablir en 1 mois l'électricité, il s'est fait sur Chido. 98%, 5 jours avant les 30 jours, donc 25 jours, avait été rétabli. Et donc, tu as toujours les 2% résiduels parce qu'ils sont tellement loin que c'est tellement compliqué. Mais en fait, ils sont peu nombreux. On peut dire, oui, c'est des gens, c'est pas cool. Oui, mais en fait, 98% de la population a été rétablie 5 jours avant la fin du délai. Mais comment ça a fonctionné? C'est la notion du service public. Parce que tu as des mecs chez Enedis qui ont appelé leur DG, les syndicats compris, donc il faut les saluer. Ils disent, allô, on est prêt. Et c'est les fêtes, les gars. Vous y allez, on passera pas la fête avec nos enfants. On considère que ce sont nos compatriotes, on doit y aller. Peu importe dans quelles conditions, on ira. Donc, en fait, nous, la crainte, c'était d'avoir des gens capables d'y aller. On avait trop de monde. Trop de monde, en fait. Il y avait, par rapport à la capacité d'accueil, il n'y a jamais trop de monde pour aider. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a cette idée qu'effectivement, au-delà de ta fonction, le service public fait que... Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans la grande famille énergétique. Les syndicats, les énergéticiens du plus haut niveau jusqu'au plus petit niveau, si on peut dire ça comme ça, ils sont pétris par l'idée que l'énergie, c'est un droit fondamental et qu'ils ont quelque chose qui les unit. C'est comme notre sécurité sociale, mais de manière plus incarnée. Parce que la sécurité sociale, c'est un peu tout le monde de manière détachée. Là, c'est des techniciens, tu retrouves 3-4 entreprises, tu sais c'est lesquelles, tu les appelles, et les gars, ils sont prêts pour aller. Et en fait, moi, ça m'a vraiment rassurée dans cette fraternité qu'on cherche un peu. Je l'ai vraiment trouvé dans le monde énergétique. Et là, je me dis, ah ouais, effectivement, dans nos pays du continent, quand tu vois comment ça se passe, ça manque cruellement, cette notion de service public. Parce que la notion de public, en fait, elle n'existe pas. Ça m'appartient. Et puis, on additionne, et puis ça m'appartient. Ça ne marche pas. Bien sûr. Cette notion de fraternité, en France, elle s'incarne parce qu'on appelle le service public. Alors, ah oui, on peut critiquer, trop lent, trop bête. Mais il existe. Le jour où il n'existe pas, je t'assure, ce n'est pas du tout le même pays. Et c'est vrai que... Moi, pour en arriver là, je suis à ce moment-là, moi, je suis dans mon nucléaire. Et à ce moment-là, on a la guerre en Ukraine. Je suis à fond, je suis sur le truc. Je suis en train d'expliquer, c'est une guerre coloniale. C'est pas qu'une sanctuarisation agressive, c'est une guerre coloniale. Il y a un mec qui s'est dit que l'Ukraine, c'est à moi, je viens, c'est mon territoire. Les Ukrainiens, ils sont plus ukrainiens, ils sont russes. Je dis, les gars, c'est une colonisation telle qu'un autre continent avant qui s'appelle l'Afrique l'a connue il y a 300-400 ans. Là, on revoit la même chose, on ne dit absolument rien. Et en fait, tu sais, il y a eu les attaques sur Zaporizhzhia, qui est la centrale nucléaire, donc sur laquelle j'avais beaucoup travaillé sur la question de sûreté. Et je me dis, en fait, la clé, elle retombe encore sur l'histoire énergétique. Donc là, je prends mon courage comme ça, là, et je fais comprendre à l'Élysée et à plein d'autres que je veux travailler dans l'énergie. Ils me disent, dans l'énergie, tu passes ton temps sur le nucléaire. Je dis, oui, mais en fait, c'est lié. C'est l'énergie. Et donc, à ce moment-là, un poste se libère à la Commission de régulation de l'énergie, notamment celui qui était en charge des coopérations donc régulées avec l'espace francophone et les zones non interconnectées. Pour moi, c'était un signe. C'était le poste pour moi. Et je me bats pour l'avoir et je suis nommée à l'issue de ça. Donc, ça fait 2 ans que j'ai ce poste-là. Et j'aime beaucoup parce que tu n'es jamais déconnecté. Et derrière, oui, ça ne m'empêche pas, tu vois, de continuer à travailler... mais de manière forcément beaucoup plus distanciée, moins principalement. Mais à mes heures perdues, quand j'en ai, oui, je suis beaucoup sur les questions de dissuasion que je suis, parce que je considère que c'est une colonne vertébrale à laquelle il ne faut pas se détacher pour comprendre tout ce qu'on fait par ailleurs. Ok, et donc tu es commissaire à la CRE. Ouais. Donc ça veut dire quoi déjà commissaire? Parce que c'est un mot. Concrètement, commissaire, alors en fait, commissaire, c'est celui qui assume les décisions. En fait, on les assume, on les signe. Enfin, c'est très ça. Et on est solidaire des décisions qui sortent de cette commission. Parce qu'en fait, on est le représentant politique et institutionnel de cette commission. Donc, le commissaire est le représentant de la commission. Et donc, mon quotidien, c'est beaucoup d'analyse financière. Parce que, comme je te dis,
On s'assure que les investissements sont en phase avec les projections, les coûts. Ok. Les changements, j'allais dire, de marché, tu vois, heure pleine, heure creuse, les tarifs, enfin voilà, les réflexions sur les nouveaux chantiers, tu vois, l'éolien offshore, on est associé à la réflexion. Parfois, on est plus qu'associé, on est vraiment dans le dispositif. Donc, c'est vraiment un secteur où, moi, en tant que poste, on brasse tous les services de la commission. Et puis, on est vraiment l'interface entre le politique, donc si je suis sur l'exécutif, avec le technique. Puisqu'en fait, une fois qu'ils disent que oui, alors on veut 50% de nucléaire et on veut 50% de NR, bon, ben, c'est Bibi qui s'occupe de sa mise en pratique. Ouais. Et c'est pas si facile que ça. Ouais. Et puis ils disent oui, il faut électrifier tous les usages. Ah ok, donc ça va être que de la voiture électrique. Alors ça en est où les installations électriques? Ah oui, mais tu vois, il y a l'autre, il peut me céder son terrain. Et puis l'autre, il fait piquer de grève depuis 6 mois, je peux pas avancer. Alors du coup, toi, t'es pas à l'heure sur des travaux. Bien sûr, bien sûr. Ministre, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est en France, hein, quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, nous, on essaye de suivre tous ces projets dans leur réalisation avec une vraie surveillance des coûts, qui ne soit pas irrationnel, et beaucoup de volonté à ce que à la fin de mon mandat, donc c'est un mandat de 6 ans, on se dise j'ai fait ce que j'ai pu. Bien sûr. Et on en parlait justement, le match un peu entre ENR et nucléaire. Toi, c'est quoi ton avis dessus? Est-ce que tu penses que c'est compatible justement les deux? Parce qu'on a l'impression qu'il faut choisir l'un ou l'autre. C'est quoi ton avis là-dessus? Bah déjà, je pense que tu as des mots, il ne faut pas choisir. Moi, je parle d'énergie décarbonée. Alors, jusqu'à preuve du contraire... c'est décarboné. Les deux sont... Ouais, bien sûr, bien sûr. Cette dissociation n'a pas lieu d'être. Elle souffre, à mon sens, de beaucoup trop de clivages politiques qui n'ont peut-être de raison que dans des idéologies décorrélées vraiment de sens technique et scientifique. Après, c'est des choix. Il y a des gens, ils veulent pas se vacciner. Si je te dise, je vais pas... voilà. Bien sûr. Mais moi, mon job, c'est de faire en sorte que tous les Français et tous les consommateurs aient une énergie comme ils le souhaitent, de qualité et à un prix juste. Donc oui, il y a des moments dans notre système énergétique, on a besoin de l'énergie solaire, je vous assure. C'est pas... Mais on peut pas tout faire avec l'énergie solaire. Okay. Et sortir du nucléaire en disant plus de nucléaire en France, je le dis, c'est une hérésie intellectuelle. D'autant plus si on le fait à l'aune d'une forme d'idéologie. Si demain tu me dis oui, on retire le nucléaire pour mettre de l'hydrogène, bon, je serais pas d'accord, mais ok, t'as trouvé ton truc, bon, voilà, je suis pas fan, mais je pense que ce serait une erreur, tu vois. Ça se discute. Retirer pour retirer, parce qu'en fait, t'as un problème avec le nucléaire, et de l'autre côté, retirer les ENR parce que t'as un problème avec les ENR, parce que c'est une énergie qui serait pas compatible, parce que tout simplement, oui, on a le nucléaire, on n'a pas besoin du reste. Je suis pas d'accord. Parce qu'ils répondent pas... Le système énergétique, c'est comme le corps humain, en fait. Tes mains et tes pieds, t'en as besoin, mais ils répondent pas aux mêmes fonctions, ils ont pas les mêmes besoins. Bon, ben voilà. Est-ce que quand... là, au moment où je te parle, j'ai pas besoin de mes pieds. Non. Est-ce qu'on va les couper, en fait? Parce que j'en ai pas besoin, parce que je passe peut-être 70% assise. Bah, un jour, je vais marcher, en fait. J'en ai besoin. Donc, même si c'est pour aller aux toilettes, et ben, ce moment-là, je suis bien contente d'avoir mes pieds. Ben, c'est que pareil, en fait. C'est ça. Et la performance énergétique, dans son efficacité, dans son attractivité, c'est effectivement d'avoir un système qui est assez souple, flexible, pour pouvoir justement être adaptable. Bon, je vois bien que c'est pas la vision la plus partagée, en tout cas de ce qu'on emmène dans le débat public. Je regrette que dans le débat public, on passe plus de temps à opposer ces deux énergies. Je trouve que c'est vraiment... C'est bête, voilà. Ça n'a aucun sens. Maintenant qu'il faut interroger la part du mix, oui, interrogeons-le, je pense que c'est intéressant. Mais discréditer les ENR d'un côté en faveur de l'autre, inversement, pour moi, c'est objectivement et méthodiquement de la bêtise. Donc, voilà, pour répondre à la question, ça ne m'intéresse pas. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait du gaz? C'est un vrai sujet de réseau. Je ne parle même pas de la question de l'origine, de la provenance, alors l'autre sujet. Mais est-ce qu'on fait du gaz vert? Qu'est-ce qu'on dit en sachant que c'est des métiers, c'est des gens, c'est des installations? Et alors que moi, jusqu'à preuve du contraire, quand on a eu la crise avec nos corrosions sous contrainte, là, d'il y a maintenant 3 ans, 3 ans, avec nos centrales,
quand il y a une panne ou quand il y a une incapacité, on était bien content d'avoir du gaz, en fait, qui vient justement soulager le système et demander à nos interconnexions de nos voisins allemands, nos voisins britanniques. On était bien contents. Nos voisins suisses qui nous ont aidés, ils nous ont donné nos sources d'énergie. Donc, ça veut dire quoi? Ah non, c'est pas du gaz, les gars. C'est du gaz, les gars. Bah non, on n'en veut pas. Bah, crever de froid, en fait. C'est ça l'histoire. Donc, tu vois, il y a des aléas. Et notre job à nous, c'est de préparer ces aléas. Et c'est vrai qu'il y a des vraies questions. Pour le coup, tu vois, ces débats-là, on les a en tant que membre du collège. On est 5. On n'est pas tous d'accord. On n'est parfois même pas d'accord. Et c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a des débats. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas une vérité, mais que je crois que les discussions, les échanges avec les acteurs, et puis aussi, il faut accepter que les décisions, ce n'est pas nous qui les prenons, c'est le politique. En fait, notre responsabilité, elle s'arrête là. C'est-à-dire que le politique, il dit voilà le cap, et voici les points d'appui sur lesquels vous devez avancer. Il faut respecter ça. Si demain, pour X raison, on dit il n'y a plus de nucléaire, j'ai pas le choix en fait. Bien sûr. C'est pas moi qui le décide, j'ai pas le choix. Et on doit appliquer ça. Si maintenant ils disent maintenant il y a un peu plus de nucléaire, moins de NR, j'ai pas le choix. On le fait. Donc l'objectif, c'est de se dire, et si de l'autre côté il y a plus de NR et moins de nucléaire, pareil, j'ai pas le choix, je le fais. Est-ce que nous, on n'a pas la capacité d'essayer d'expliquer en disant tels sont les meilleurs choix compte tenu de ce qu'on voit? Oui. Est-ce que ce qu'on dit, c'est la vérité absolue? Peut-être pas. Et ça, il faut être humble. On apporte un avis compte tenu de ce qu'on voit. On essaie d'apporter de la donnée objective. Mais en fait, la politique, c'est tout sauf objectif. Donc ça, une fois qu'on a compris que la politique n'est pas objective, il faut accepter que les décisions peuvent être, à ton sens personnel, très bonnes ou très mauvaises. Mais en tout cas, ce sont celles que les citoyens ont décidé d'avoir. Tu t'y plies. C'est la démocratie, c'est comme ça. Ok. Et justement, avec tout ce qui se passe, justement avec les guerres en Russie, maintenant ce qu'on voit aussi avec l'Iran, donc il y a cet enjeu qui est super important de souveraineté énergétique pour la France. Ouais. On est comment à date au niveau de la souveraineté énergétique en France? De quoi? On est souverain. Ouais. Non, mais après, souveraineté, ça veut pas dire, c'est un mot... Souveraineté, c'est décider librement de tes choix énergétiques. Ok. Donc, on est souverain. Mais est-ce que souveraineté, ça veut dire autarcie énergétique? C'est-à-dire que tu n'as besoin de personne. C'est pas pareil, C'est ça que je le vois, moi. Non, ça, c'est indépendance. Ok, d'accord. Et même, c'est autarcie. C'est-à-dire que j'ai tout chez moi, je n'ai pas besoin de vous. Ok. Ce monde-là n'existe pas, n'a jamais... Non, mais en fait, il n'a jamais existé. D'accord. Il n'a jamais existé. Quand on était à l'époque du bois, on avait nos forêts, mais on allait chercher du bois ailleurs aussi. Non, mais juste, tu vois, pour te dire. Bon. Donc, ça n'existe pas. Dès lors que tu sais que tu as besoin d'interdépendance, alors tu réfléchis à cette interdépendance. Et donc, c'est toi qui décides de manière souveraine avec qui tu vas travailler. Là, on est souverain. Et il ne faut pas que ce soit le souverain, il soit influencé par un autre État. C'est-à-dire, tiens, vaut mieux que tu aies besoin de plus de moi que de l'autre. Nous, on décide maintenant, non, en fait, on a envie de mettre nos yeux dans tous les paniers, tant mieux. Dès lors qu'on dit qu'on a 70%, 50% de nucléaire, on est quand même assez indépendant, il faut le dire. Puis comme je te dis, parfois, il y a des pannes. Donc, on a besoin des autres. Et les autres, ils nous ont donné aussi quand on en avait besoin. Pourquoi? Parce qu'on leur donne aussi quand ils ont besoin. T'es pas indépendant tout seul, c'est pas vrai. Okay. Donc, ça aussi, c'est ce mythe-là de on a besoin pour... Alors, ça n'a jamais existé. Et quelque part, tant mieux, parce que ça crante aussi dans l'idée que vivre isolé, c'est un monde qui n'existe pas. Il n'existe pas. Sauf si tu fais comme certains, ou tu fais comme il a été avant. C'est-à-dire que tu colonises ailleurs et tu dis que le ailleurs, c'est à toi et tu prends ce dont tu as besoin dans cet ailleurs-là. Ce monde-là, dans notre France à nous, ne fonctionne pas. Ne fonctionne plus, on n'en veut plus. Donc, ton indépendance, elle vise sur l'échange avec les autres. Le but, c'est que cet échange soit raisonnable et qu'il ne te mette pas dans une situation de dépendance. C'est ça. Ok. Et justement, on va parler de l'actualité parce que voilà, là on est en juin, donc voilà, il y a eu la guerre là, il y a quelques jours qui a été déclarée entre Israël et l'Iran. Donc j'espère que d'ici que le podcast sortira, ça sera fini. Pour comprendre, donc, voilà, très naïvement, parce que tu dois mieux connaître le sujet, donc l'Iran, au niveau du nucléaire, ils veulent l'obtenir, j'imagine que c'est pas pour des objectifs de décarbonisation. C'est quoi concrètement les enjeux? Pourquoi est-ce que l'Iran veut le nucléaire? Et au niveau géopolitique, c'est quoi les enjeux? Déjà, l'Iran, c'est une nation nucléaire depuis les années 50. Donc, ils l'ont. Je parle d'énergie civile. Hein. Ok, d'accord. Matière, ils ont la technologie, ils ont les cerveaux.
on ne peut pas dénucléariser des élites, en fait. Tu ne peux pas dire, tiens, tu peux nucléaire, tu vas faire du gaz. Mais ce n'est pas du tout les mêmes compétences, ce pas les mêmes gens. Tu peux être un très bon physicien nucléaire et un nul en termes de gaz. Et c'est normal, en fait. C'est le premier point. La question de la non-prolif, elle est autre, elle ne relève pas de la question énergétique, mais elle pose 2 questions. Est-ce que oui ou non, tu as besoin du même taux d'enrichissement d'uranium pour faire tourner nos centrales en France et en Iran? En fait, oui. Mais tu n'as pas besoin d'enrichir à 60%. Il n'y a aucune application civile qui tourne à 60%. Okay. C'est pas vrai. On est au max à 20%. Au max, quand je dis au max, c'est quand tu pousses le truc, il est anecdotique. Mais là, on tourne, nous, à moins de 10. Enfin, on a entre 8 et 12. Ouais. Pour faire nos centrales, donc tout ce qui est au-dessus, si je dépasse 20, gros doute. C'est pas vrai. Ça peut pas être des usages pacifiques. Donc, la question, c'est l'usage nucléaire militaire. Tout le monde dit qu'ils n'ont pas d'armes. La question, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'ils aient l'arme. Ouais. Moi, ça fait maintenant 7 ans que je suis l'Iran. Depuis 5 ans, on me dit qu'ils sont à 2 semaines d'avoir la bombe. Ça fait beaucoup de 2 semaines, tu vois. Ouais. Mais je n'ai pas mis un essai. Là, ça va être compliqué en plus maintenant. Ils ont mis un bon frein. Le problème est ailleurs. C'est-à-dire qu'avant que l'Iran... Alors, l'Iran est un pays qui ment. Ils ont clairement menti, ça, il ne faut pas se mentir. Ouais, bien sûr. Clairement menti sur l'enrichissement. Et d'ailleurs, l'AEA n'est pas contente, elle l'a dit. Et il faut noter que les Iraniens ont toujours eu des rapports très sains avec l'AEA. C'est-à-dire que c'est pas une... Enfin, j'arrête tout de suite ceux qui vont dire oui, ils sont méchants, l'AEA, c'est pas vrai. En fait, l'Iran a toujours été en phase avec les rapports de l'AEA. Okay. Et là, d'ailleurs, si on regarde, ils n'ont jamais rien dit contre les rapports de l'AEA et les constats de l'AEA qui disent qu'ils ont menti. Ils ne parlent pas. Bien sûr, okay. Ils disent oui, il y a des applications civiles à 60%. Non, gars, il n'y en a pas. C'est no way. Tu serais le seul au monde à l'avoir trouvé. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, ce mensonge-là, avec un régime dont on a vu depuis quelques années qui fait souffrir des gens, de manière violente, de manière brutale. C'est un fait. Est-ce que maintenant, c'est à Israël de décider quel type de régime? Je ne sais pas. Il me semble qu'Israël, juste avant, était sur Gaza, à bombarder, à empêcher des bateaux humanitaires. C'est peut-être là le sujet, en fait. Et que quand, politiquement, tu vois que tu as de plus en plus de mal à justifier des choses que tu fais, c'est pas très joli. C'est bien d'avoir un copain iranien sur qui taper en disant qu'il est méchant. Parce que l'Iran est méchante avec. Et ça, il ne faut pas se mentir. Quand on a les diplomates iraniens qui nous disent que non, on n'est pas du tout contre l'existence d'Israël, non, discours d'Ahmadinejad sous Bush à plusieurs reprises. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais dans tous ces discours, destruction d'Israël. Jamais contredite par la suite. Donc, on fait quoi de ça, en fait? C'est, non, il était là, on avait Aquajim, ça marche pas. Donc, et c'est intéressant. Les Iraniens sont clairement... Et quand on voit le discours, moi, je fais toujours un écho, parce que c'est des conflits qui ont un écho en France. La guerre Israël-Palestine, Israël-Iran, en Chine... Globalement, la société, elle n'est pas très partagée, tu vois. Genre, on continue à bosser, il n'y a pas de sujet. Bon... est-ce que, quand en creux, qu'est-ce qu'on entend? On entend qu'on peut être un État antisioniste et pas antisémite. C'est un discours qu'on a de manière totalement différente en France. Quand on est antisioniste, on est forcément antisémite. D'un côté, tu as la population israélienne, le gouvernement israélien qui dit « nous n'avons rien contre le peuple israélien », qu'on ne reproche rien. Et d'ailleurs, ils disent que le premier État du monde arabe qui a reconnu Israël, c'est l'Iran. Faut pas l'oublier. Je savais pas. Non, mais c'est important de le dire. C'est les Israéliens qui le disent et l'histoire qui, pour le coup, qui est en accord avec ça. Donc, l'antisémitisme en tant que tel, et d'ailleurs, les politiques israéliens, quand on les entend, ils sont mal à l'aise de dire que les Iraniens sont antisémites. Par contre, le gouvernement iranien est clairement antisioniste. Il y a encore des juifs là-bas, d'ailleurs, en Iran. Oui, il y a une communauté juive. De ce que je crois, ne manifeste pas une persécution particulière, compte tenu de ce qu'on peut s'attendre. Donc, comment tu peux être antisioniste
et donc antisémite, en ayant une communauté qui ne se plaint pas par ailleurs d'être persécutée, alors même que je trouve qu'en France, on a un antisémitisme en France qui est abject, honteux, crasseux, et qui fait honte, pour moi, à notre génération actuelle. C'est-à-dire qu'on n'a rien compris de ce qui s'est passé avant. Et que moi, je pense que oui, la communauté juive en France, elle est vraiment pas dans une situation. Tu travailles tous les matins quand tu es juif, tu peux flipper. Comme dans certains moments, alors moi, je suis pas juive, je suis pas musulmane, j'ai un papa musulman, mais je ne suis pas très blanche. Il y a des moments où tu traverses la rue, quand tu es musulman, tu peux te dire que je suis en danger. Bien sûr. Bien sûr. Donc, en fait, je crois qu'il faut que tout le monde apprenne à se calmer et que et que moi, je peux comprendre aussi qu'on considère que l'antisionisme porté par l'Iran est un antisémitisme qui ne dit pas son nom. Parce que oui, quand tu parles de la destruction d'Israël, tu parles de destruction d'Israël. Le mot est fort, ce sont leurs mots. Donc, tu vois, tout ça est mélangé, à mon sens, c'est des terrains minés où les gens, ils parlent, ils font exprès de ne pas entendre d'où ça vient, il y a de l'hypocrisie de part et d'autre qui font que quand on arrive à une société où on adore ce pays, moi, j'ai du mal à manger à table avec un juif, un arabe et un chrétien, tu vois, c'est la galère. Ça m'emmerde, en fait. On ne devrait pas avoir ça en France. Bien sûr. Et si on a réussi, parce qu'on est brillant en France, on peut aussi s'embrouiller à table. Et on arrive à faire en sorte que même à table, puis tu rajoutes le végan qui est pas content, et ça y est, c'est fini, t'as le collectif des mécontents à table. Du coup, ça devient compliqué. Et c'est vrai que pour répondre à ta question, il faut comprendre que c'est un autre monde, avec une autre logique. Je sais pas si tu as appris un peu, si tu parles arabe ou tu as appris un peu l'hébreu. Bon, moi, pour d'autres raisons, j'ai mis un peu mon nez dans l'hébreu. Et quand tu vois dans la structure syntaxique, tu as compris que tu n'as rien compris à ces gens-là. Quand tu es d'origine latiniste et que tu apprends l'hébreu, tu dis « Ah ouais, s'ils parlent comme ça, les gars là, je vais rien comprendre en fait. » C'est une autre culture. Et donc, ce monde-là, alors c'est l'hébreu et puis tu as le persan. Donc, tu parles hébreu? Non, je ne parle pas, je l'apprends. Ah, d'accord. Des raisons purement de thèse. Je fais une thèse en théologie et j'apprends l'hébreu biblique sur la dissuasion. Et donc, je dois me mettre à l'hébreu et au grec ancien. Et donc, quand tu apprends l'hébreu, moi, je rigole à chaque fois. Je dis, ah ouais, les gars, en fait, on va jamais rien comprendre, en fait. Ça revient de tellement loin. Donc, il faut avoir l'humilité de nous, occidentaux, à se dire que peut-être leur façon de voir les choses, elle sera constamment différente et c'est normal. Mais tout comme les Iraniens. Donc, cette différence ne doit pas être une excuse, tu vois, pour les attaquer. Par contre, le mensonge, il faut savoir le qualifier, il faut savoir le pointer du doigt, il faut savoir arrêter de se moquer d'un système international qui est là pour préserver les gens. Donc, voilà, la situation n'est pas simple, elle n'est pas agréable, elle met en danger. Moi, j'ai des amis en Israël et en Iran. Je suis inquiète. Et franchement, on se dit que il faut sortir de ça. Alors voilà, quand on est français, on a toujours envie que notre président, il vienne sauver le monde, mais quelque part, à un moment donné, il peut pas sauver le monde. Non, mais c'est vrai, c'est horrible. Il peut essayer de faire poser de sa voix, mais à un moment donné, sur ces questions-là, à mon sens, la solution est ailleurs. Puis il faut essayer de comprendre les grands absents, de ceux qui sont censés aussi trouver des solutions. Par nous dire qu'ils accueillent des lieux de débat, moi, la communauté arabe, elle est bien absente, en fait. Alors, c'est bien beau de taper du doigt sur la communauté occidentale qui a sa part de responsabilité, mais il y a plein de solutions à trouver. On ne les met pas en place. Moi, je pense que tu augmentes $1 le baril du pétrole, tu as trouvé des solutions en 48 heures avec un mec qui s'appelle Donald Trump. On ne le fait pas. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas. Et c'est pas comprendre que l'Iran, avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, tout ça, c'est une longue histoire bien compliquée. Et donc, je crois que nous, quand on est Français, il faut comprendre que le monde ne pense pas à nous. Et que parfois, nos crises d'angoisse sur nos factures énergétiques, elles sont légitimes. Mais il faut apprendre à comprendre que sur ce secteur-là, on est parfois en bout de chaîne. Et donc, la question de l'énergie, de la souveraineté, c'est qu'est-ce qu'on veut, en fait. Si on veut effectivement être dans une indépendance, oui, ça veut dire qu'il faut tout rechanger. Fabriquer en Europe, se désintoxiquer de la Chine sur certaines questions, ça veut dire que ça coûte plus cher. Ah, mais on ne veut pas payer cher. Ah oui, les gars, mais bon, je
sait pas faire de l'énergie en claquant des doigts. Mhm. Donc, tant que ça n'arrive pas, il faut payer. Et en fait, la question, elle se trouve sur le prix. Le prix, c'est le nerf de la guerre, mais c'est le nerf de la paix. Et en tout cas, de notre petite pièce qu'on peut faire à la creux, on essaye de faire en sorte que le prix soit acceptable. Il sera toujours plus cher pour tout le monde, toujours trop cher. Toujours trop cher quand tu payes, c'est toujours trop cher. Quand tu as de moins en moins d'argent, c'est toujours trop cher. Mais j'ai envie de dire que les chiffres, les stats montrent que c'est quand même moins cher qu'ailleurs. Et le ailleurs, pas si loin que ça. Et parce qu'on se travaille, on se bat, on se démène. Et qu'il faut faire en sorte que, oui, on arrive à trouver des arbitrages. Donc, si moi, j'ai un appel, nous, on fait que exécuter. Arrêtez de politiser l'électron, en fait. Soyons pragmatiques. Voilà, on a des ressources énergétiques, on a de l'hydro. Tu vois, on parlait de rénovation énergétique parce qu'au-delà de la consommation, il y a qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de plus consommer. Le système énergétique n'est pas... C'est une des réponses, une majeure réponse, effectivement, sur le coût de l'énergie. Mais est-ce que quand tu es dans un habitat insalubre, est-ce que, finalement, la réponse, elle ne se trouve pas dans la qualité de ton environnement d'habitat et que le système énergétique ne peut rien pour toi. Donc, c'est là, tu vois, là, c'est pas la creux, c'est ailleurs. Donc, ça veut dire que c'est plein de petits morceaux comme ça, plein de petits Legos qu'on doit mettre en phase, tu vois, pour dire qu'est-ce qu'on crée pour qu'on ait un système qui soit le plus résilient. C'est un terme qui revient, moi, dans la dissuasion. Il y a un concept qui s'appelle la stricte suffisance. Qu'est-ce qu'on fait pour vivre d'une stricte suffisance, pour vivre très bien, sans manquer de rien, mais pas de manière indécente. C'est ça, la stricte suffisance. Et je pense qu'il faut qu'on l'ait aussi dans notre manière de vivre. C'est-à-dire que, oui, peut-être qu'il y a des endroits, en fait, le mode d'habitation, c'est pas bon, en fait. Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus avoir de piscine? J'en sais rien. Mais peut-être que la manière dont tu as construit ta piscine, elle est peut-être énergivore. On peut avoir une piscine. Peut-être qu'effectivement, il y a des solutions de piscine collective, évidemment. Mais quand tu vis en Ardèche et que ça tape dans ton cagnard et que tu es isolé, tu vas pas faire 5 km pour aller chez la piscine du voisin. Et bien, en fait, tu as ta piscine. C'est pas grave. Mais il faut s'assurer que les modes de consommation, de construction de ta piscine, elles soient acceptables et pas dans une indécence. Elles ne soient pas énergivores. On dit, oui, on parle de piscine, mais les gens, ils vivent et tout, machin. Mais on ne peut pas envoyer un message en disant... Vous êtes des sales riches et tout. Bah forcément, quand tu vas à Paris et qu'il fait quand même plus gris que beau, dans le sud de la France, il est plus beau que gris. Donc, laisse les gens kiffer le soleil, en fait. Si toi, tu as décidé de vivre dans le gris, t'as qu'à descendre, tu verras. Non, mais c'est vrai. Et donc, je crois qu'il faut aussi arrêter de mettre une espèce d'étiquette bourgeoise, de prédateur libéral. Là, vous êtes des sales riches. Non, il y a des gens qui vivent, parce je les ai rencontrés, qui vivent juste bien. Ils sont pas à l'ISF. Voilà, il va avoir sa maison avec sa piscine. Bah moi, je lui dis que le système doit être capable de construire une maison éco, on va dire compatible, et une piscine agréable. Mais t'as pas besoin d'avoir une piscine olympique chez toi. Ouais. Voilà, c'est tout. Y a pas de... et je trouve que c'est ces notions d'équilibre qui manquent dans peut-être des réflexions qui sont trop souvent épidermiques et qui engendrent violence, radicalité et donc zéro pensée profonde, en fait. Parce que toi, c'est normal que tu aies envie de vivre tranquillement. Et c'est ça. Et moi, cette stricte suffisance, oui, stricte suffisance, en fait, tu n'es pas censé l'avoir. Tu vis pas de la même manière quand tu vis à Paris. Mais le changement climatique fait que quand tu vas vivre dans le nord de la France maintenant, bah ouais, tu auras peut-être besoin d'une piscine parce que ça va commencer à taper. Tu auras des niveaux. Donc, on leur dit quoi? On leur dit, ouais, non, vous êtes dans le nord, c'est pas possible. Bah, les gars, il va faire 5 degrés de plus, en fait. Tu vois, il y a toutes ces questions-là. Bon, je crois que ça demande, à mon sens, à sortir des réseaux sociaux. Moi, j'ai arrêté Twitter. Ok. Ah ouais, non, mais en fait, c'est pensée zéro, en fait. Ouais. On n'arrête pas de nous dire que c'est un truc de facho et les gens restent. Donc, vous êtes des fachos, du coup. Enfin, pourquoi vous... Enfin, moi, je comprends pas. Moi, on m'a prouvé, j'ai vu Elon Musk et je suis, c'est bon gars. J'ai rien à voir avec toi, je m'en vais. Moi, Twitter, ça va changer à ma vie. Voilà. Parce qu'en fait, ça ne crée pas une envie de composer avec les autres. Et je crois que quand tu additionnes aussi des espaces d'expression qui, au lieu d'être un moment d'échange, c'est un moment d'embrouille, sors, en fait. Il se passe quoi dans ta vie pour aller chercher des embrouilles sur un réseau social? Bien sûr. Parle à ton fils, parle à ton cousin, va pas parler à un gars, tu sais pas qui c'est, et il a qu'une envie, c'est de t'insulter. Il te connaît pas, et puis en plus, ça se trouve, vous vous croisez dans la rue, ça se trouve, son collègue, tu sais pas parce que t'es anonyme, et il est anonyme. En plus, c'est d'une malhonnêteté, d'un manque et d'une lâcheté grave. Donc voilà, je pense qu'il faut être mature, il faut accepter que c'est pas des
des espaces. Moi, je pense qu'il faut redonner du temps, voilà, à des podcasts qui prennent le temps de comprendre ce que font les gens, parce que je crois que le monde dans lequel on vit, dans lequel nos enfants vont vivre, va être de plus en plus complexe. Et ceux qui n'ont pas la clé à la connaissance, c'est ceux qui vont se faire les dindons de la farce. Donc, c'est très clair. Si tu mets au monde des enfants et que tu lui retires toute capacité à avoir un sens critique, et ben en fait, tu es en train de tuer ton gamin. Tu es en train de tuer ton gamin. Donc, en fait, il faut le pousser à avoir une pensée, à accepter la critique, à dire qu'il n'a pas raison, qu'il n'a pas forcément tort. Il doit apprendre à argumenter. Sujet, verbe, complément. Bonjour, au revoir, s'il vous plaît. Ça passe comme ça. Les gens, ils se parlent, ils s'invectivent, on s'insulte. Il n'y a rien. Donc, il faut remettre ça. Je pense que les parents de notre génération, ils ont une responsabilité. On a créé des monstres. Ça passe par, effectivement, peut-être un accès trop prégnant sur les réseaux sociaux. Moi, je suis étonnée quand le président de la République dit qu'il faut interdire l'accès des réseaux sociaux à 15 ans. Mais je me dis, et je me renseigne, en fait, la moyenne en France, c'est 8 ans et demi. Mais qui est le parent? C'est qui le parent qui laisse son gosse à s'inscrire sur un réseau social? C'est pas normal. Et je me rends compte qu'en fait, on critique l'État, mais en fait, si l'État te dit pas de faire ça, tu le fais, en fait. Il y a un problème. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas outillé peut-être les parents. Et c'est là que je te parlais d'éducation, tu vois, tout le système et tout. Il y a des gosses qui commencent à poignarder leurs enseignants. Ça s'arrête. Donc, ça veut dire que là, tous les parents, fonctionnaires, pas fonctionnaires, tout ça, on a une responsabilité de notre génération. Là, faut signer la fin de la récré, là. Faut récupérer les tablettes, faut mettre les contrôles parentaux sur les portables. Et c'est pas simple. Bah, nous, on a 5 enfants à la maison. Bah oui, ils sont pas contents. Bah oui, ils ont un 3310 en fait. Avant 15 ans, c'est un 3310, c'est comme ça. Ouais, bien sûr, bien sûr, Moi, bien pour sûr. SMS, tu galères. Et franchement, c'est dur. Donc, moi, effectivement, j'appelle Orange, SFR, Bouygues, qui mettent en place des smartphones où il n'y a pas accès à un réseau social, tu vois. Je veux pas. Parce qu'en fait, le gosse, il est malin. Et maman, elle a l'iPhone, il va trouver un moyen. J'ai beau mettre des contrôles parentaux, il va trouver. Bien sûr, bien sûr. C'est l'essence même de l'enfant, Bien sûr. c'est contourné, c'est normal. Bien sûr. Mais il faut que d'emblée, ce soit extrêmement difficile. Donc, seul des génies arrivent. Donc, ça serait le futur Zuckerberg, très bien pour lui. Mais que la masse, bah, en fait, elle n'y arrive pas. Parce que je considère que c'est des espaces dangereux pour nos enfants. Et au-delà d'entre eux, tu te rends compte, maintenant, on apprend qu'il y a des pédophiles. Bah, c'est de dingue. Bien sûr. Toi, t'es là, t'es en train de cuisiner, ton gosse est en train de regarder une vidéo, ça se trouve, il est en train de parler avec un péd... Non, mais on est chez les dingues. Il faut que ça s'arrête. Ouais. Et tu vois, et de l'autre côté, bah, quand on est dans le milieu énergétique, tout est électrifié. Tu sais que t'es pas loin du dispositif. T'es pas loin parce que dans les usages, tu sais que oui, ils ont besoin d'un mode de consommation. Donc, il faut réussir à inciter les gens, ou là, en tout cas, moi, dans mon monde, ça ne concerne pas. Il faut réussir à créer un monde global qui donne envie. Oui, je pense que voilà, vaut mieux perdre 1 heure à parler à ses enfants. Je fais exprès de dire perdre 1 heure à parler à ses enfants que chacun sur son téléphone, machin. Et ben en fait, tu te rends compte que dans des familles, ça se fait pas. Ben en fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut que l'État rentre dans ton intimité et te dise qu'il faut que tu parles avec tes enfants. Ben tu te poses des questions en fait. Sauf qu'en fait, quand on dit ça, on dit oui, l'État est intrusif. Sauf qu'en fait, ces gens-là, quand ils sortent, ils laissent dehors des gosses qui sont complètement déconnectés des rapports sociaux, ils sont violents, ils sont inadaptés, mais c'est eux qui ont mis ça. Et donc, toi, tu as fait l'effort d'avoir un enfant, il est lui-même victime de... On est tous liés, en fait, tu peux pas. Et toi, quand je te... Et tout ça, en fait, pour moi, ce qui se passe dans un milieu familial, c'est le reflet du monde. L'interdépendance, c'est pareil. Quand tu as notre voisin allemand qui décide de tout remettre au charbon, il nous met en difficulté. Il nous met en difficulté. Parce qu'on a beau nous augmenter les ENR, lui, il va utiliser... C'est lui qui pollue, c'est plus moi. Mais en fait, nous, on est pris dans un collectif où, à cause de lui, on doit faire plus d'efforts. Ça marche pas. Le Français se dit, attends, moi, je fais des efforts, l'autre, il n'en fait pas. Et en plus de ça, on doit lui rendre service. Ben, ça marche pas, en fait. Donc, c'est là où je pense que les messages, ils doivent être plus clairs, plus fermes. Et que les débats, en tout cas publics, doivent plus s'orienter sur ces messages pour essayer de comprendre où on va et comment on va. Parce que moi, je comprends quand tu rentres chez toi, tu as travaillé toute ta journée... tu as envie de plus d'avoir des solutions que des problèmes. Ouais, en fait, tu allumes la télé, tu as que des problèmes. Bon, tu éteins la télé et puis tu en as marre. Bien sûr. Et justement, vous l'avez entendu, hein, c'est Lovarinet qui vous l'a dit de regarder des podcasts. C'est ça qu'il a dit. Hein, j'extrairai ces moments. Alors justement, on va arriver sur la fin du podcast. Juste avant, c'est quoi un peu le futur pour toi? Alors, c'est quoi un peu ta vision? Je crois que donc, tu nous as dit que tu as un mandat de 6 ans à la CRE. Ouais.
Après, on fait quoi? Même pendant, je sais pas si tu peux occuper d'autres fonctions. Comment ça te passe? D'autres fonctions, non, mais moi, j'écris beaucoup, Ok. j'écris des bouquins, ils sont censés arriver à leur terme. J'ai plus de temps forcément parce que je Tu me travaille, donc l'enverras. je Tu peux me pas. l'enverras. Promis. Super. Moi, je suis dans un monde où le mot stratégique, c'est le nerf de la guerre. Donc, on est ultra connecté avec ce qui se passe. Je peux pas vivre à la creux, là, et puis être dans mon... Bien Ça sûr. Bien n'existe sûr, pas. bien sûr. Ne serait-ce que quand je suis sur la métropole, je vois ce qui se passe dans les Outre-mer parce que c'est mon cadre d'exercice, tu vois. Donc, moi, ce qui m'intéresse à ce moment où je te parle, à Wallis et Futuna, c'est important. Ce qui se passe à Saint-Martin, c'est important. À Sabah, c'est important. Tu vois, je suis constamment dans cette préoccupation-là. Maintenant, de l'autre côté, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions. Ce que je ferai demain, je crois qu'en fait, c'est ce que je réussirai à faire aujourd'hui qui me fera m'orienter sur ce qui me manquait, sur ce que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de passer un message. Les jeunes, si vous n'avez pas quoi faire, l'énergie, c'est la vie. C'est la vie. Vous plongez votre nez dedans, ça touche le plus intime de votre quotidien. Et en même temps, ça permet à un pays de se développer. Vous retirez notre système énergétique, il n'y a pas, c'est fini, vous ne pouvez plus bosser, tout s'arrête en fait. Et il faut vraiment le comprendre. Moi, je chéris le système public, je chéris en fait ce système énergétique qu'on a parce que c'est notre sécurité sociale. Et ben voilà, on a la carte vitale, et ben on a EDF, j'ai envie de dire. C'est important d'avoir notre système énergétique et de se dire que voilà, notre nucléaire, il nous permet d'être tranquille. Il y a une forme de sérénité. Regardons ce qui s'est passé en Espagne il y a quelques temps avec cette coupure d'électricité. Ils avaient du PV. Bah oui, en fait. C'est leur gros mixte. Donc, leur gros mixte, on attend évidemment savoir les détails. Mais je pense que là, ils disaient, ah ouais, si on avait une centrale, ouais, on n'en serait peut-être pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu d'incident. Je dis que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Donc, moi, j'ai envie de dire, dans l'énergie comme ailleurs, ne croyez pas ce qu'on vous dit. Quand c'est simple, il y a un loup, les gars. Ouais. C'est pas vrai. Le monde, il est complexe. Donc, cherchez. Et la difficulté, c'est qu'il faut écouter, parce que maintenant, tout le monde parle, on ne sait pas qui parle, Ouais, ça, je comprends. Je crois que les voies de l'école restent quand même des sanctuaires, aujourd'hui encore, je ne sais pas demain, d'analyse. On a de la chance, on est un pays d'élite. Les conférences s'ouvrent à tout le monde. Alors peut-être c'est une fac qui l'organise, mais tu peux t'y inscrire même si tu n'es pas membre. Vas-y. Parce qu'il y a des gens qui pratiquent le truc. Il y a des gens aussi qui disent n'importe quoi. Mais globalement, il y a des gens qui pratiquent le truc. Et on ne perd jamais. Donc, je crois qu'il faut retourner à une forme de truc très rustique. C'est aller dans des conférences, écouter des podcasts des gens qui ont parlé, faire attention de qui parle. Voilà, il y a un influenceur, c'est pas un journaliste. Bien sûr. C'est un métier, journaliste. Bien sûr. Mais un influenceur, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais. C'est juste qu'il faut savoir remettre les gens et les choses à leur place et que tout cela mérite d'être préservé. Moi, j'ai rien contre l'influenceur, mais il a une place et que sa place est limitée. Comme le journaliste, sa place est limitée. Ce n'est pas un politique. Pas mélanger. Bien sûr. Donc, si tu fais un combat politique en tant que journaliste, il faut être clair auprès de ton auditoire pour que les gens comprennent d'où tu parles. Et je crois que peut-être la difficulté, c'est de savoir d'où les gens parlent. Alors, c'est toujours pareil, sur un podcast, tu peux pas tout dire. Bien sûr. Mais quand tu as des gens qui assument de tenir à une audience, il faut être très transparent sur ça. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux pas tenir un podcast et tout. Je trouve que Tu pourrais. Ouais, je pourrais, mais je trouve que c'est un vrai boulot Bien que sûr. je peux pas faire. Mais effectivement, je crois qu'il faut essayer de ramener vers un peu plus de bon sens. Et en plus, j'ai l'intime conviction que les gens en ont. Donc, quand tu grattes un peu, les gens, il y a très rarement des gens qui, à la fin, on n'est pas d'accord sur le minimum. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été mal connectées. Et oui, je pense qu'après, il y a un truc qui s'appelle le peuple, la société. Ça veut rien dire parce qu'on ne sait pas qui est derrière, mais en tout cas, on est acteur. Et nous, plus que peut-être dans d'autres pays, parce qu'on a ça, on a les réseaux sociaux, on a une capacité citoyenne de haut-parleurs plus forte qu'ailleurs. Et que peut-être sur ça, les gens attendent beaucoup plus de la population française que d'ailleurs les gouvernants français. Ils attendent de savoir qu'est-ce qui nous indigne. Et je comprends quand il y a des pays qui disent « Ouais, mais vous, les Français, vous en fichez. » Là, il y a une guerre au Soudan, tout le monde s'en tape. Hein. Les gens qui meurent, on s'en tape. Au Yémen, autant te dire que c'est passé sous les radars depuis un moment.
Est-ce que le français, lui, c'est un sale type à cause de ça? Je ne crois pas. Est-ce que certains Yéménites ont le droit de le croire? Je pense qu'ils ont le droit de le croire. Donc, à partir de là, il y a des liens à faire, en fait, tu vois. Et donc, ça veut dire que si nous, on est capable de ne pas entendre d'autres souffrances, laissons les gens ne pas entendre les nôtres aussi. Et je trouve que, voilà, parfois, on est un peu trop narcissique mais là, on est en train de se regarder. On n'est pas tout seul. Il faut apprendre à dire, ah ouais, ailleurs, ils ont besoin de nous, comme on fait. Et parfois, il faut aussi, comme je te disais, il y a des peuples qu'on ne connaît pas et qu'il faut se laisser le temps de les connaître. Et que c'est pas parce qu'on a envie de les aider qu'on est forcément en adhésion avec eux. Mais que je pense que de manière objective, personne ne mérite de se réveiller avec des bombardements. Et quand un enfant, il a 2 ans, c'est un enfant. Et que ça, il n'y a pas de... Pour moi, c'est là... C'est voilà, donc... moi, mon mot pour clôturer, c'est un peu le service public. Quand je dis c'est un mot important pour moi, c'est tous ces mots-là. Le service public, c'est la fraternité. Donc, ça dépasse. Tu as une incarnation étatique et le service public qui vient mettre une forme de sanctuaire sur ce que c'est que cette fraternité de manière très concrète au travers de politiques publiques. Et puis, dans le milieu citoyen, qu'est-ce que ça doit être? Moi, j'ai de la chance. Je travaille pour l'État. Je suis très contente. Demain, si je travaille pour le secteur privé, comment je fais pour être toujours dans cette communauté de fraternité? À mon avis, je ne sortirai jamais de cette notion de service public. Je serai toujours en lien avec un truc qui sert parce que je trouve ça génial. Est-ce que ceux qui sont sur d'autres réseaux, je trouve ça nul? Non, parce qu'on en a besoin. Mais est-ce que dans ta vie, tu es obligé de couper, d'être que dans ça? Je ne crois pas. Donc, voilà, pour répondre à ta question, je me projette en tout cas dans un monde où le service public a sa place. Ça l'a cru aujourd'hui, il y aura un lendemain, je ne sais pas où, j'y ai pas réfléchi, mais en tout cas, oui, il faut préserver ça parce que en fait, on n'arrête pas de taper dessus et puis ça se réduit et puis un jour, ça disparaîtra. C'est quelque chose qu'on a surveillé comme du lait sur le feu, tu vois. Et moi, je trouve ça important de le chérir et de le protéger et on ne le fait pas assez. Voilà, ça, si ça disparaît, c'est la galère. Moi, voilà. Bien sûr, super. Je pense qu'on aurait dû prendre un créneau de 6 heures alors, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels parler. C'est super intéressant. On fera peut-être un épisode 2, pourquoi pas, plus tard. Merci beaucoup, c'était super intéressant. On mettra des liens en description. Je ne sais pas si les gens veulent te suivre. J'imagine LinkedIn, etc. On mettra les liens en description. Tu me diras quoi mettre. Merci beaucoup, Lova. C'était super. C'était vraiment super. Merci à tous de regarder cette vidéo. On se dit à très bientôt sur Ila26 TV pour un nouveau podcast. Et Yaniv, salut.